Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'une nouvelle saison 2023. Et oui, on va commencer bientôt, mais avant tout, comme je sais qu'en début d'année, il y a des gens qui aiment bien prendre des résolutions, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, je vous suggère d'avoir cet élan, l'abonnement. Oui, enfin, après tant d'années, vous pouvez le faire. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche. Voilà, comme ça, vous commencez l'année sur de bonnes valeurs, sur la franche camaraderie, sur l'entraide, le soutien, de l'amour, quoi. Ok? Allez, on commence. Vous le savez, comme chaque année, après la période de la bûche de Noël, arrive une autre pâtisserie traditionnelle en France, la fameuse galette des rois. Alors bon, c'est vrai que beaucoup de gens maintenant mangent de la galette des rois sans en connaître la signification, sans même savoir qu'il y a une date précise et un événement, c'est l'épiphanie, c'est-à-dire ce vendredi 6, donc au moment où sort cette vidéo, et c'est tout. Donc, a priori, dans la tradition, on mange de la galette des rois le jour de l'épiphanie, et puis c'est fini. Or, on peut dire que c'est la saison des galettes. Il y en a pour tous les jours, à toutes les occasions, pendant une bonne quinzaine de jours. Voilà, c'est... Ah là là. Bref, aujourd'hui, forcément, je vais goûter des galettes des rois de chez VG Pâtisserie. Et je dis bien des, parce qu'il y en a deux différentes. Cette première est simplement une frangipane aux amandes, et comme vous pouvez le voir, elle est carrée. Et la seconde, toujours carrée, mais alors, comme vous pouvez le voir par-dessus, on n'est pas sur de l'amande. Non, on est sur de la cacahuète. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas du tout un fan de galette des rois. Enfin, une bonne galette bien faite, une part, je suis heureux, ça me va. Mais c'est peut-être justement cette redondance, hein, où ces galettes matin, midi et soir, partout où on va, c'est galette, galette, galette. Ouais, c'est bien le sens du partage, mais à un moment, ça lasse. Et moi, ça me lasse très, très, très vite. J'adore la frangipane à l'amande, surtout quand il y a ce petit goût d'amande amère un peu prononcé. C'est un truc que j'aime beaucoup et j'aime plus la frangipane que la pâte feuilletée. C'est pour ça que quand je vois des alternatives sans frangipane ou mettre de la compote de pommes, moi j'appelle ça un chausson aux pommes, pas une galette, même si c'est en forme de disque. Et vous voyez, là ce sont des galettes qui sont carrées, donc c'est n'importe quoi. Bon, bien que très clairement c'est celle à la cacahuète qui m'intrigue le plus, on va commencer par la classique, histoire de voir si les traceurs se retrouvent. Tout y est. On a le feuilletage, à la fois tendre et croustillant, surtout sur le dessus avec la dorure. L'intérieur, donc cette frangipane, elle a ce goût d'amande un peu vanillé. Elle est pas sèche, elle est vraiment bien liée. Donc, on n'est pas sur un déséquilibre au niveau du sucre, au contraire, on est sur quelque chose qui a beaucoup de saveur, mais qui ne sature pas les papilles. Donc ça, c'est bien, ça me plaît. Passons maintenant à la seconde, plus intrigante, à la cacahuète. Voyons ça. Déjà, le fait d'avoir des cacahuètes caramélisées dessus, c'est gourmand. Puis je vois qu'il y a des traits de beurre de cacahuète. Donc... C'est pas mal. C'est même plutôt réussi, je trouve. Alors, on a la même qualité de pâte, mais j'avoue que ces cacahuètes caramélisées par-dessus rajoutent à la texture, au croustillant, et c'est plutôt bien vu. À l'intérieur, la frangipane elle-même n'est pas sur cette note d'amande amère, mais à ce côté plus capiteux du beurre de cacahuète. Donc, on a quelque chose qui fait vraiment penser à la galette traditionnelle, et à la fois avec cette petite touch, ce twist qui fait qu'elle est unique en son genre. C'est la première fois que je goûte une galette avec de la cacahuète. Donc je suis content de la découverte. J'avoue, elle a ma préférence. Voilà, à choisir entre les deux, je prendrai la version galette cacahuète. Donc, et vous?
Vous préférez rester sur la tradition, sur la galette frangipane amande et puis on bouge pas, ou au contraire, vous aimez ces galettes un petit peu nouvelles qui rajoutent parfois du fruit, des pépites de chocolat, d'autres types de fruits secs. Donnez-moi votre avis dans les commentaires pour voir dans quelle équipe vous vous trouvez. Bon, il y a toujours la troisième équipe, celle qui aime tout. Tant qu'il y en a dans l'assiette, elle est contente. Vous avez le droit d'être de cette équipe. Je comprends aussi. Bon, et comme je vous le disais tout à l'heure, même si la date officielle de la dégustation galette des rois, c'est ce vendredi 6, puisque c'est l'épiphanie, vous pourrez trouver malgré tout cette galette chez VG Pâtisserie. Enfin, c'est deux galettes, hein, parce que vous avez le droit hein, de prendre l'amende. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon avis. Donc vous pouvez en acheter directement sur place jusqu'au 28 janvier. Donc vous avez le temps. N'oubliez pas, il y a différentes tailles et mieux vaut réserver avant de venir pour éviter les mauvaises surprises. Surtout si vous avez en tête non pas simplement de goûter comme moi, mais plutôt d'organiser un petit événement festif en famille avec des amis pour faire goûter une galette végane. Prévoyez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai trouvé par le plus grand hasard sur Netflix et que je me suis empressé de regarder vu le sujet. Il faut savoir que je suis très grand fan d'une série britannique, une vieille série de 1967 intitulée Le Prisonnier. C'est pour moi un chef-d'œuvre incontournable, intemporel, et je pense que c'est la série que je préfère de tous les temps. Jusqu'à présent, j'ai jamais vu quelque chose qui m'a autant parlé, chamboulé, fait réfléchir et faire vibrer surtout, parce que voilà, on s'ennuie pas. C'est une série, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a l'air d'être une sorte de série d'espionnage et qui a des tours complètement philosophiques. Voilà, donc action philosophique, voilà. Bref, le sujet de ce documentaire est une interview de Patrick McGoohan, qui est le créateur, le cerveau derrière Le Prisonnier, et l'acteur principal, et en partie scénariste, et en partie réalisateur, et producteur, enfin bref, Le Prisonnier, c'est Patrick McGoohan. C'est juste une évidence, et il est toujours resté très mystérieux sur beaucoup d'aspects, ce qui contribue au mythe et au culte de cette série, bien sûr. Mais il s'est livré par 2 fois seulement, avant de mourir, sur son travail, sur sa vision des choses. Et ce documentaire, c'est ce que ça raconte. Cette interview qui ne sera jamais vraiment diffusée. C'est une histoire dans l'histoire. Et on découvre un Patrick McGoohan extrêmement sensible, touché, presque apeuré sur le fait de parler de son œuvre. Très intéressant. On comprend vite que entre le personnage et l'acteur, il y a des points qui ne sont pas du jeu, et que toute la philosophie personnelle de Patrick McGoohan se retrouve dans Le Prisonnier, sur des principes sacrés de liberté, etc. Bref, j'ai trouvé ce petit documentaire qui dure 1h15, absolument passionnant. Passionnant quand on est fan. Mais peut-être que ça peut aussi donner envie à des gens qui ne connaissent pas cette série mythique de la regarder après avoir vu 2-3 trucs super intéressants, qui ne sont pas des spoilers. Bon, voilà, maintenant je vous dis ça. Mais j'ai comme une mauvaise nouvelle, justement pour les plus curieux, c'est que Le Prisonnier, c'est une série que je n'ai retrouvée sur aucune plateforme officielle. Voilà. Donc c'est le genre de truc que vous allez pouvoir retrouver en DVD d'occasion, facilement, et certainement pour pas très cher, ou qui est toujours passé à la télévision d'ailleurs. Donc bon. Mais il y a des fortes probabilités que vous soyez forcément tombé dessus un jour ou l'autre. Vous voyez la grosse boule blanche? Ça vous parle, ça?
Ok les amis, et bien aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un nouvel établissement qui a ouvert ses portes dans Paris, dans le Marais. Alors on est vraiment dans le quartier un peu historique, on est à 2 pas de Loustic, coffee shop dont je vous ai déjà largement parlé. On est en parallèle de mon épicerie Paris, donc voilà. Vous avez de bonnes raisons de venir dans le quartier. Et donc c'est un nouvel établissement qui est à la fois un café, un restaurant, un studio de yoga et de pilates. Voilà. C'est plutôt ambiance cantine pour déjeuner, mais aussi des brunchs possibles. C'est pas ouvert le soir, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir à la carte pour déjeuner. Alors, sans surprise, Laura a jeté son dévolu sur le toast salé, qui a l'air fort appétissant, ma foi. J'aurais pu le prendre moi aussi, mais bon, voilà. On va prendre 2 choses différentes pour mieux comprendre l'esprit de la cuisine ici. On a une carte vraiment très réduite, hein. Il y a 3 plats, un velouté du jour, point barre. Après, il y a quelques desserts, bien sûr. Beaucoup de choses sont sans gluten. Alors, bien que pour moi, ça n'a aucune importance, je le précise parce que je sais que vous êtes quelques-uns à être intolérants au gluten et que vous êtes bien embêtés pour trouver des options. Donc, sachez que là, il y a un petit logo qui indique que c'est sans gluten sur pas mal d'options. Voilà. D'ailleurs, sur les 3 plats proposés aujourd'hui, il y en a 2 qui sont avec le petit logo sans gluten. Donc moi, par contre, je n'ai pas pris le toast. Le deuxième choix, c'était la lasagne, qui n'a pas l'air mal non plus, mais non. Non, je n'ai pas envie de lasagne. Par contre, il y a un bol à base de riz, de curry, de pleurotes et de différents trucs. Ça me parle. Ça a l'air d'être un plat réconfortant qui m'attire plus. Donc, je vais là-dessus. Comme Laura a vu qu'ils avaient du kombucha de chez Archipel, vous savez, cette marque dont je vous ai déjà parlé, qui fait des kombucha à base de feuilles de figues à Paris et qui est absolument extraordinaire. C'est difficile à trouver ici, il y en a, donc elle en a profité. Et alors moi, je suis un aventurier, je suis un fou du goût. Il propose, et pour moi c'est du jamais vu, il propose des boissons chaudes à base de chicorée. Oui, messieurs, dames. Et j'ai décidé de relever le défi de goûter un chicorée latte. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, la chicorée, c'est une plante qui est grillée, torréfiée et qui fait une sorte de substitut au café. Il n'y a pas de caféine dedans. Et voilà, bon, c'est pas une boisson qui est très glamour à la base. C'est pas un truc qui a une bonne réputation. Mais il y a un renouveau, il y a de plus en plus de petites marques qui commencent à faire, a priori, des produits de qualité à base de chicorée et on est loin de la miricorée. Donc, j'espère. Là, je suis parti sur un latte à base donc, de chicorée et d'avoine. C'est parti pour la première gorgée en de nombreuses années. Le nez, déjà, est assez intéressant parce que c'est assez rond, c'est assez ambré, biscuité, caramel. Pourtant, il n'y a pas d'arôme, hein. J'ai pris juste chicorée nature, sans sucre, lait d'avoine. C'est intéressant. Alors, au niveau du goût, hein, il y a cette continuité sur le côté ambré, une certaine sucrosité naturelle aussi. C'est très doux. Il n'y a pas d'amertume. On a cette note un peu de café, mais version plutôt café pâtissier mocha, vous voyez, ce genre de café qui est très rond, presque sucré. Encore une fois, je n'ai pas mis de sucre, hein, et il n'y en a pas dans le mélange. Mais c'est plutôt pas mal. C'est très très éloigné du café, même pour un café latte, hein, c'est sûr. Mais c'est bon. Franchement, c'est bon, c'est intéressant. Je regrette pas d'avoir choisi de prendre le risque de détester ou d'aimer. Et plutôt, j'aime. Notre pitance est arrivé sur la table et je dois bien avouer que je suis impressionné déjà par la taille du toast de Laura. C'est huge, c'est ce qu'on aime, de la générosité.
Il est beau, il est chamarré. C'est généreux, c'est très très généreux. Ça fait plaisir. Et moi, alors je suis pas en reste, hein, rassurez-vous. Dans mon bol, ça sent hyper bon. J'ai faim, donc on va arrêter d'attendre et je vais entamer. Bon, alors comme beaucoup de bols, hein, il y a différents petits ingrédients qui sont disposés sur le riz et les lentilles. Il va falloir que je pioche à gauche à droite pour vous en parler. On va commencer par les pleurotes qui ont une tête un peu de simili-carné. C'est plein d'épices. Très belle cuisson. Alors, la lentille avec les oignons et les graines de courge. Ouais. On sent qu'il y a une petite influence ayurvédique. Il y a un bon équilibre sur les saveurs, la profondeur. On sent bien les différentes épices. Elles sont bien marquées. Absolument délicieux. Ça, c'est du chou-fleur. Encore un autre goût complètement différent. Mais je pense que ça va bien se marier, parce qu'à un moment, je vais mélanger bon, le riz. Je suis content de mon choix. Il y a beaucoup de goût, il y a un vrai jeu de texture entre les différents ingrédients. C'est bien, c'est bien. Je ne m'attendais pas à quelque chose aussi aromatique. Ce que je vais retenir, c'est que c'est pas timide du tout sur les goûts et que les cuissons sont maîtrisées. Il y a de la saveur, il y a de la longueur. Les goûts sont vraiment assumés. Et moi, ça me fait plaisir. Enfin, j'aime les épices, toutes les épices. Donc, une cuisine qui met vraiment en valeur, justement, différentes épices avec un bon équilibre, ça ne peut que me faire plaisir. Et là, je suis servi. Hein. Bon, Laura m'a dit qu'il fallait que je goûte son toast. Donc, elle m'a fait ce qu'on appelle la bouchée parfaite. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients ensemble pour une seule et unique bouchée. Grosse bouchée quand même. J'ai pas peur. C'est très 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 bon. Là encore, on a un super jeu de texture. On a vraiment du cuit, du cru, le croustillant du pain. Le pain très bon d'ailleurs, je le note. Il y a des aromates, il y a des épices, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a trop de choses? Non. C'est harmonieux, ça fonctionne. Et en plus, honnêtement, c'est le genre de toast. Et Laura, c'est comme un peu la spécialiste du toast. N'oubliez pas qu'elle a fait un livre dessus. Donc, faut pas lui raconter n'importe quoi. Ben là, c'est un toast original. C'est un toast qu'on n'a jamais vu ailleurs, jamais goûté. Et ça fait plaisir. Ça change. Et ça, on aime. La créativité, c'est bien. Et bien, après ce bol et ce toast, c'est bon, on est rassasié. Mais il y a quand même des gâteaux. Je suis un professionnel, je me dois de goûter pour vous. Alors, on a pris deux trucs très simples, un carotte cake et une babka chocolat. Voilà, ça, on va voir ce que ça vaut. Babka. Faut pas parler la bouche pleine, ce genre de... C'est bon, hein. Elle a une bonne tenue, beaucoup de parfum, le chocolat est assez intense, c'est correctement sucré, on est vraiment sur quelque chose d'assez gourmand. Moi j'aime bien, j'aime bien. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gras, je sais pas pourquoi, mais c'est pas le cas, et ça me dérange pas. J'ai vraiment aimé les saveurs, la sensation en bouche. Maintenant, on va passer au carotte cake. Voyons ça. Alors, on est sur un carotte cake assez fondant, moelleux. Il est bien sucré, à l'équilibre. Les épices sont bien dosées. Il y a beaucoup de rondeur. Alors c'est la carotte, mais il y a vraiment une note un petit peu d'orange derrière. Côté fruits secs, il y a presque un esprit de cake de Noël en fait, je trouve.
C'est très bon, c'est très très bon. Je suis content. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pas mangé un bon carrot cake. Bah, c'est chose faite. Bon bah voilà les amis, ce déjeuner s'achève. Franchement, c'est une cuisine qui est simple, mais réfléchie, avec un vrai travail de fond. Je me suis régalé, Laura a beaucoup aimé ce qu'elle a mangé aussi. Le lieu est aussi calme, simple, accueillant, il n'y a aucun souci. J'aime bien cette idée effectivement de fusion de genre où on a ce côté un peu cantine, coffee shop et à la fois derrière le studio de yoga qui, comme vous pouvez le voir, est particulièrement accueillant aussi, bien aménagé, donc c'est chouette. Bon, ok, j'allais pas faire une séance de yoga pour vous montrer à quel point je suis souple, c'était pas l'idée, mais vous avez vu à quel point je peux manger. Mais ça, c'est normal en fait. Bon, bref, tout ça pour dire que si vous avez envie de vous faire une pause déjeuner saine, équilibrée, savoureuse, je vous recommande chaudement de tester Ground to Grow. Bon, bah visiblement, vous avez beaucoup apprécié la FAQ de la semaine dernière. Et parmi les questions, on m'avait demandé quels étaient un peu mes tops au niveau produits vegan. Et je me suis dit, et si c'était l'occasion de faire une petite vidéo récapitulative de mes tops 2022. Alors, bah c'est ce que je vais faire, parce que c'est une super idée, n'est-ce pas? Alors l'idée, c'est de vous partager un top 5, selon différentes thématiques, sur les choses que j'ai particulièrement appréciées ou découvertes en 2022. Donc il y a peut-être des choses qui sont plus vieilles, mais que moi, je n'ai découvert qu'en 2022, donc ça a marqué mon année. Et c'est ça qui va définir la base de mon top 5, toutes catégories confondues. Allez, c'est parti, et je vais commencer par le top des chaînes YouTube que j'ai découvert et dévoré durant cette année 2022. On commencera par Tom Chin. Tom Chin, une chaîne dédiée au minimalisme, au développement personnel, à la philosophie. C'est vraiment une chaîne française que j'apprécie beaucoup. Il a un petit peu levé le pied ces derniers temps. Il s'est d'ailleurs rapproché beaucoup cette année de Lucas, de la chaîne Lucas MS, anciennement Minimalist Space. Et ils ont créé leur propre podcast dont je vous ai parlé, qui s'appelle Digression, qui aborde à peu près toutes ces thématiques. Et je reste très attaché à sa chaîne YouTube. Je sens dans sa production aussi qu'il se lâche davantage et qu'il ose différentes choses. Donc c'est une chaîne que j'apprécie toujours autant et que je recommande toujours avec enthousiasme. C'est le terme? Enthousiasme. Voilà. Est-ce que j'ai l'air enthousiaste? Au fond de moi, oui. Croyez-moi. Ensuite, il y aura Samurai Matcha. Samurai Matcha, c'est la chaîne d'un minimaliste japonais qui, oui, est un spécialiste du matcha et qui nous fait découvrir à travers sa vie un mode de vie entre modernité et tradition, toujours en s'appuyant sur du minimalisme assez extrême, puisqu'il ne possède vraiment pas grand-chose, mais la chaîne est toujours passionnante. Et ce que j'adore avec Aki, qui dirige cette chaîne, c'est cette joie de vivre, cette sérénité qui se dégage de lui et qui est assez contagieuse. Et il se trouve que la semaine dernière, je l'ai rencontré à Paris. Et ouais, j'ai eu ce plaisir. On a été prendre un café, on a discuté pendant une bonne heure ensemble, tranquillement. Et c'est pas du tout un personnage qu'il joue. Il était en kimono traditionnel à Paris. Il voyage uniquement comme ça. Et ce sourire, cette bienveillance, tout ça, bah, c'est lui, c'est tout lui. Et j'ai vraiment adoré ce moment. L'échange était très positif. Mais restons sur sa chaîne. Et sa chaîne, elle est toujours très intéressante. Elle amène une certaine réflexion, très en profondeur. Et ce côté assez extrême dans son approche du minimalisme, plutôt source d'enseignement, non pas dans l'idée de faire exactement comme lui, mais un peu recadrer les choses sur la réelle nécessité des objets et comment on peut bien vivre malgré tout en n'ayant pas grand-chose. Donc voilà, comme toujours. Très belle chaîne YouTube. Ensuite, il y aura La Tronche en Biais. Bon, bah, ça, la chaîne de zététique française par excellence.
la chaîne qui nous permet de douter à bon escient, de remettre en question les croyances, les complots, tout ce que vous voulez. C'était une chaîne que je trouve extrêmement saine pour amener à une vraie réflexion et arrêter de gober tout ce qu'on entend sans vérifier de source. Ce qui est très intéressant avec la tronche en biais, finalement, c'est d'adopter cette gymnastique du doute raisonnable et de la méthodologie pour trouver des vraies réponses et détecter les arnaques intellectuelles. Donc toujours très intéressant. Ensuite, il y a la chaîne Voyage de Bruno Maltor. Ça, bon, c'est peut-être un des youtubeurs voyage les plus connus en France. Sa chaîne, je l'ai découvert réellement cette année. J'avais vu déjà auparavant une ou deux vidéos comme ça au hasard, mais j'avais pas été plus loin. Et puis là, je l'ai dévoré, je suis rentré dedans, et idem, j'ai eu le plaisir de le rencontrer cette année. C'était très chouette. Pareil, c'est quelqu'un d'authentique. Ce que vous voyez dans les vidéos, il est comme ça. Donc, je trouve ça hyper rassurant quand même d'avoir des youtubeurs qui ne jouent pas un personnage. Voilà. Parce qu'on a toujours ce doute quand même de la personne derrière l'écran. Et puis, dans la vraie vie, comment ils sont. Bon, pour l'instant, moi, j'ai que des rencontres positives, donc ça va. Les gens sont authentiques, tant mieux. Et là aussi, je l'ai rencontré. Capitaine Montréal, cette fameuse chaîne qui est dédiée à Montréal, son histoire, son architecture, sa vie. Bref, voilà, pour les passionnés de Montréal, pour les gens qui vivent à Montréal, pour tout le monde, c'est une chaîne qui est extraordinaire, qui est bien renseignée, très alimentée. Il fait une vidéo par semaine maintenant. Et donc, elle est animée par Hugo, que j'ai eu effectivement le plaisir de rencontrer par hasard à Montréal dans la rue, et on avait fini par faire sa vidéo ensemble. Très chouette comme rencontre. Bon voilà, ça c'est mon top 5 sur YouTube, mais je vous avouerai que j'ai découvert cette année énormément de chaînes super intéressantes, et je me suis limité à un choix de 5 pour tous mes tops, donc j'ai été obligé de faire un arbitrage. Là on est vraiment sur la quintessence. À présent on va passer à mon top 5 des séries que j'ai le plus appréciées cette année. Et il y a eu quelques petits bijoux, je dois bien avouer. Alors la première série, c'était Severance sur Apple TV. Une série incroyable réalisée par Ben Stiller, et pas du tout une série comique, je vous en ai déjà parlé. On est sur vraiment une critique du monde du travail, avec une satire qui est poussée à l'extrême sur l'idée de clause de confidentialité, avec un implant cérébral qui permet d'oublier ce qu'on sait de sa vie privée quand on est au travail et ce qu'on sait de son travail quand on est sur son temps libre. Je n'en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu, c'est un bijou et la seconde saison va bientôt arriver et ça j'ai hâte. Deuxième série que j'ai découvert sur Apple TV, c'était Foundation, adapté du roman de Asimov. Donc là, on est sur de la SF pur jus, bien hard. J'ai trouvé la série absolument magnifique, avec de très bons acteurs, une histoire riche, dense, complexe, ultra prenante, mais qui est très bien amenée dans sa réalisation, qui fait que c'est très digeste et on ne perd pas le fil de l'eau. Donc ça, c'est ambitieux, hein. C'est censé être en 8 saisons, c'est signé pour la suivante et même celle d'après normalement. Donc vivement la suite. Ensuite sur Netflix, il y a eu 1899 dont je vous ai parlé il n'y a pas bien longtemps, hein, il y a 2-3 semaines. Série américano-allemande qui se déroule sur un paquebot. Alors là je suis très embêté. Parce que c'est vraiment une série coup de cœur, je l'ai adorée, et la frustration arrive à son comble, puisque Netflix a annoncé il y a 2 jours qu'il ne reconduisait pas la série pour une seconde saison, alors que l'histoire était prévue initialement pour 3 saisons. Oui, la première saison, il y a une fin ouverte, on a plusieurs réponses qui font que la première saison n'est pas frustrante, ok, mais elle pose les bases de quelque chose d'autre, et on aimerait bien savoir quoi. Et on ne le saura peut-être jamais, sauf si d'autres plateformes ou d'autres chaînes disent qu'ils vont reprendre la production pour la continuer, ce que j'espère fortement.
ou que Netflix change d'avis, mais ça m'étonnerait beaucoup. Autre série Netflix que j'ai découvert un peu presque par hasard hein, dans les recommandations, c'était Archive 81, qui est une série d'épouvante sur une histoire fantastique, une enquête sur la restauration de vieilles cassettes VHS. C'était extrêmement tripant jusqu'à la dernière goutte. On a adoré et normalement il devrait y avoir d'autres saisons, peut-être. Mais encore une fois, avec Netflix, finalement, on ne sait jamais. Et la dernière série, elle est très récente, je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Là, on part sur Prime Video et c'est Périphérique, adapté d'un roman de William Gibson. On est sur du cyberpunk, avec de la réalité virtuelle, avec une intrigue bien foutue. Voilà, ça me plaît beaucoup. On est entre la science-fiction, l'enquête, l'action, il y a un bon équilibre, un bon jeu d'acteur, une belle réalisation, de belles images. Pareil, il y aura des suites et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça, c'est clairement les 5 séries qui m'ont le plus plu cette année, qui m'ont le plus marqué. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des séries et que j'ai vu des trucs assez cool, mais pas à ce point-là. Et des bouses aussi, j'en ai vu. Ouais. Ouais. J'ai un top 5 des livres. Et oui. Alors il y a quand même une thématique assez forte qui s'est dégagée cette année dans mes lectures, à savoir que à force de regarder des chaînes comme Tom Chin par exemple, ça m'a donné envie de lire plus de livres liés au développement personnel au sens large, et ça se ressent, donc nous avons L'art subtil de s'en foutre, qui est un livre que j'ai vraiment adoré, avec une écriture un peu particulière, très familière, limite vulgaire. Ça rentre bien dedans en fait, et j'ai beaucoup aimé les propos et le mode de réflexion. Mais tous ces livres, a priori, je vous en ai déjà parlé, hein, donc je ne vous refais pas les résumés. Ensuite, il y aura L'essentiel et rien d'autre. Là, on est sur du minimalisme avec un témoignage du avant-après. C'est écrit par un japonais. Excellent livre sur le minimalisme, ses concepts, ses idées et sa mise en pratique. Je le recommande chaudement. C'est peut-être d'ailleurs à ce jour le livre sur le minimalisme que j'ai trouvé le plus pertinent et le plus utile. Ensuite, il y aura Bullshit Jobs. Alors ça, c'est une bombe absolue, un livre d'utilité publique à mon sens, mais qui vous donnera simplement envie de mettre le feu à votre entreprise, a priori. Selon votre secteur d'activité, je vous rassure, hein, faut pas être caricatural. C'est une remise en question du monde du travail de manière très profonde et un éclairage sur l'asservissement et l'inutilité de certaines tâches. Et j'ai trouvé ce livre très éclairant et assez raccord avec des choses que je pensais déjà. Donc il y a un biais de confirmation, c'est vrai. Mais à la fois, là, on est quand même sur du sérieux, avec des vraies idées, des vrais constats, beaucoup de témoignages. Et ouais, je pense que n'importe quel salarié devrait lire ça pour se réveiller. Mais voilà, faut-il encore avoir envie de se réveiller, parce que le réveil ne va pas être agréable, je vous préviens. Ensuite, la magie du rangement. Alors oui, ça, le classique de Marie Kondo, je ne l'avais jamais lu. On pourrait penser que c'est un livre minimaliste, et à la fois oui, à la fois non. C'est un livre qui est facile à lire, qui est un peu particulier, mais que j'ai trouvé utile dans sa démarche. Il faut y aller, quoi. Faut expérimenter certaines choses qu'elle dit dans sa méthode pour pouvoir se désencombrer et mieux ranger. Et moi, j'en ai tiré certaines leçons que j'applique au quotidien maintenant. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé à la fois cool à lire et utile dans son résultat. Enfin, alors là, ça y est, on sort du cadre un peu dev. Là, j'ai téléchargé gratuitement Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Et oui, le grand classique. Je vous avouerai que c'est la série Lupin qui est passée sur Netflix qui m'a donné envie à ce moment-là de relire, ou de lire d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de livres Arsène Lupin,
en son entier, voilà, les histoires, dans leur ordre, afin de me replonger dans ce grand classique, et peut-être mieux reconnaître 2-3 trucs qu'on voit dans cette série, qui est vraiment une adaptation très, très libre. C'est inspiré de l'univers d'Arsène Lupin, mais ce n'est pas Arsène Lupin transposé de manière moderne. Pas du tout. Mais il y a des petits trucs. Et en fait, ces références, on ne les aura pas si on n'a pas lu les livres. Mais voilà, c'est une lecture de classique très agréable, avec un style un peu à l'ancienne, que je recommande de découvrir pour ceux qui ne sont pas habitués à ce style de littérature, parce que ça fait du bien de voir des ouvrages légers, fun, inventifs, bien écrits. Voilà. C'est un classique, quoi. Et on passe sans plus attendre à une toute autre catégorie. On va commencer à parler un peu bouffe. Eh oui, bah oui, il fallait s'y attendre. Et je vais commencer par les restos véganes. Voilà. Mon top 5 des restos véganes pour 2022. On va dans un ordre pas du tout d'annonce. Hein. Ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, donc on ne peut pas les comparer. On va avoir Brice-Montorgueil, qui était quand même un peu le nouveau resto un peu bien quoi de l'année, avec cette cuisine asiatique fusion que j'ai trouvé effectivement très créative, délicieuse, raffinée, avec une vraie personnalité. Donc j'aime beaucoup y aller. C'est vraiment un lieu que j'adore. Ouais. Ensuite, il y aura Jimmy's Street Food. Là, forcément, non, il m'a pas payé pour dire du bien de lui. Avant qu'on fasse une collaboration, j'y suis allé quand même plusieurs fois et c'était génial, c'est génial. L'idée même de faire de la street food qui sort du sempiternel burger et qui va explorer les tenders, les wings, le sub, etc., etc., en faisant tout maison, avec un soin particulier, une générosité et des prix très accessibles. Je peux que saluer le truc. Et j'adore, franchement, j'adore. Donc ça, Jimmy's, c'est... Voilà. Bah oui. Ensuite, toujours un peu street, mais dans un tout autre registre, il y a Plan D. Plan D, alors on pourra reprocher que Plan D, on ne peut pas vraiment manger sur place, puisqu'il y a 3 tabourets à l'intérieur, et que la petite terrasse devant, c'est qu'en été, ils mettent 2 tables. Sinon, il n'y a rien. Donc c'est vraiment dédié à la vente à emporter. Mais ils ont vraiment réussi à élever, pour moi, le sandwich à un niveau plus gastronomique. Il y a un vrai travail sur le fond, sur la forme, sur les associations, sur la saisonnalité. C'est pas du tout du sandwich ennuyeux. Il n'y en a pas un qui se ressemble. À chaque fois, c'est une redécouverte, un jeu de surprise, des textures inhabituelles. Bref, j'aime énormément les sandwichs de Plan D, ça vous le savez si vous êtes fidèle à la chaîne. Dès qu'il y a un nouveau, j'y vais, je goûte et je vous en parle parce que ça mérite d'être plus connu. C'est pas forcément l'établissement le plus célèbre de la véganie parisienne. Pourtant, tout est vegan. Mais même eux sont discrets sur la question. Donc bon, je peux comprendre que ça peut passer en dessous de votre radar, mais ça ne devrait pas. Il faut aller chez Plan D. Maintenant, on va sortir de Paris, en direction Londres. La découverte de l'année pour moi à Londres, c'était pas Burger King, hein, je vais pas me déplacer pour ça. Mais par contre, Purezza. Purezza, c'est une pizzeria complètement végétalienne, avec de la pâte au levain maison, le fromage est maison, tout est maison, tout est cuit au feu de bois, c'est magnifique, c'est une claque absolue. Et pourtant, comme je l'avais dit à l'époque, honnêtement, je ne me serais pas dit qu'en allant à Londres, j'allais manger la meilleure pizza végane que j'ai pu déguster à ce jour. Et je confirme. Pourtant, on a de très belles choses, mais Purezza, notez-le. Si vous allez à Londres, il faut y aller et tester. Et enfin, le dernier restaurant de mon top 5 de l'année, eh ben, c'est direction Montréal. Et ce sera la Conceria. C'est ce restaurant italien qui associe la tradition, la modernité, dans un côté un peu bistronomique, où tout ce qu'on a goûté était juste de très haut vol, avec de belles portions généreuses, des bons produits, des traceurs, effectivement,
habituel, mais twisté de manière subtile pour apporter une autre dimension. C'est la très très belle cuisine et j'ai pris un très grand pied. Comme on l'avait dit avec Laura, avec Flo, avec Marie, on regrette amèrement qu'il n'y ait pas un équivalent à Paris. Ça, c'est clair qu'un vrai bon restaurant italien, ça manque énormément et pourtant, c'est possible. La preuve en est. Donc après le top des restos vegan, bien forcément, il y a l'autre top 5 des restos vegan friendly. Et oui, je tiens beaucoup à avoir fait une distinction entre les puristes, d'un côté, et ceux qui font un effort, qui ouvrent leur esprit, qui font de belles propositions, parce que, oui, il y en a. Et c'est super important, d'après moi, d'y aller, et de les encourager en testant leurs produits, en montrant que oui, la clientèle est là, elle est ouverte. Et voilà, quand c'est bien fait, il ne faut pas bouder son plaisir. Et là, le top 5 ne sera certainement pas une surprise pour les plus fidèles d'entre vous, parce que j'en ai déjà parlé de ces établissements et que j'y ai mes habitudes. Mais voilà, ça vaut le coup quand même d'être redit. On va commencer par chez Aki, qui est un restaurant chinois de nouilles fraîches tirées à la main. Et donc ces nouilles sont sans œufs, sans rien. Et donc maintenant, il y a plusieurs plats vegan estampillés. Donc on peut y aller en toute confiance et c'est toujours délicieux. Et peu cher. Donc c'est un bon plan. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de la pizza à Londres. Et à Paris, on a quand même quelque chose de très très bien. Mais c'est pas 100% vegan. C'est Marcus Pizza Amore. C'est la pizzeria traditionnelle. Tout est bien, une super pâte, pareil, levée sur 3 jours. Tout est excellent, excellent. Et donc, comme je vous l'avais annoncé, eh bien maintenant, ils ont une carte qui s'est enrichie depuis le changement de propriétaire. Et il y a maintenant 9 pizzas véganes à la carte, plus souvent une autre qui est la pizza du moment. Le moment, je ne sais pas si c'est pour le mois, pour la semaine, j'en sais rien. J'y vais pas assez souvent, à mon grand regret. Mais voilà, il y a de quoi faire, et ça va de la simple margarita à la pizza la plus évoluée possible. Il y en a pour tous les goûts, avec des bases de tomates, avec le fromage végétal, avec des viandes végétales, de la saucisse, des trucs. Et des légumes italiens, enfin voilà. Si vous aimez pas les pizzas à base de simili carne, il y a des choses plus légumes, et puis si au contraire vous voulez quelque chose de beaucoup plus, un peu plus fat, vous serez servi. Nous, on adore cet endroit. Dans un tout autre genre, il y a Impact Berliner Kebab. Donc là, autant vous le dire, pour moi, ça reste le meilleur kebab vegan que j'ai goûté à Paris. Toujours généreux avec son mélange de légumes cuits, crus, les sauces maison, le pain turc qui est doré comme il se doit, croustillant et moelleux, et puis le sétan mariné, etc. Rien que d'en parler, j'ai envie de mordre dedans. Avec toujours les petites frites, avec les épices, les herbes par-dessus. C'est les légumes grillés qui rajoutent dans les frites. J'enchaîne avec un restaurant de spécialité kurde qui propose des pidés. Et le restaurant, c'est Black Pidé. J'en ai déjà parlé. Alors, vous ne connaissez pas les pidés, c'est pas grave. C'est plus ou moins comme une pizza, mais voilà, les spécialités d'Anatolie, quoi. On est sur quelque chose qui est tout en longueur, avec une pâte très croustillante et une garniture très différente de ce que vous allez trouver sur une pizza. En fait, c'est pas une pizza. On pourrait croire, mais non. J'aime beaucoup les pidés. J'aime beaucoup ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui proposent des versions véganes. C'est fort dommage. Donc Black Pidé, c'est une adresse à retenir parce que oui, ils ont les pidés, mais ils ont fait aussi l'effort de rajouter diverses propositions à la carte, tant dans les plats, les salades, les entrées, et même les desserts. Donc c'est un restaurant vegan friendly. Donc c'est bien d'y aller. Surtout que vous allez vous régaler si vous avez jamais goûté ça. Et je vais finir sans aucune objectivité avec la Maison de la Poutine. Pourquoi? Vous savez que j'ai un amour pour ce plat québécois. Et ce qui est intéressant, si vous l'ignorez totalement, c'est que j'ai co-créé la recette de poutine vegan du restaurant. Donc voilà, quand je vous dis que je suis pas objectif, c'est vrai, je suis de parti pris. Mais oui et non, dans le sens où je suis très fier de ce qu'on a fait, mais je l'adore. En fait, c'est
super bonne poutine. Et je suis pas le seul à le penser, hein. D'ailleurs, on a gagné cette année, en 2022, le prix de la Poutine Week dans la catégorie Poutine internationale. Voilà. Donc, meilleure poutine du monde, catégorie internationale. Et c'est une poutine végane. Je vais finir ce top 5 qui n'en finira plus, sinon c'est pas possible. Je me suis comme limité dans les catégories, il faut être raisonnable. La dernière catégorie que vous attendez tous, j'en suis sûr, c'est mon top 5 des produits véganes que j'ai découvert en 2022. Et ça, c'est légitime. Alors tous ces produits, je vous en ai bien sûr parlé un moment ou un autre, et c'est ceux qui m'ont le plus marqué, ému, mais surtout plu. Hein, c'est pas forcément les plus réussis, c'est ceux qui m'ont le plus plu. On va commencer par le filet mignon de Juicy Marble. Ça, c'est juste incroyable. Je ne sais pas exactement comment ils font ça, mais on a cette structure de muscles, de gras qui s'est intercalé, qui donne une fibre tout en longueur, avec juste de la protéine de soja, de la protéine de blé. Enfin, c'est des produits ultra simples, mais c'est toute la technique de fabrication qui fait qu'on a ce résultat. Et oui, on a l'impression d'avoir une pièce de viande qui n'a rien à voir justement avec ce à quoi on est habitué entre les steaks hachés, les nuggets ou les saucisses. Non, non, on a quelque chose qui peut être cuit, cuisiné, avec une texture assez troublante. Et je trouve que c'est vers cette direction que d'autres devraient aller, pour aller plus loin. Parce que le steak haché, c'est bien, mais c'est facile. Là, on a besoin d'aller plus loin pour donner d'autres alternatives, pour adapter notre culture traditionnelle culinaire encore plus loin, tout en gardant nos valeurs. Et ça, c'est des produits qui donnent des vraies réponses. Donc, le filet mignon de Juicy Marble n'est, à mon avis, toujours pas disponible en France, sauf si vous le commandez. Mais voilà, il ne sera pas distribué en magasin pour l'instant. Ça n'empêche pas que c'était quand même une super expérience. Autre produit absolument génial et que vous n'allez pas trouver hors de l'Amérique du Nord, eh bien, c'est le haché végétal de Impossible Food. Ça aussi, je vous en ai parlé. C'est un substitut de viande qui est vraiment issu de la food tech et qui, généralement, promet d'avoir une cuisson contrôlée. On va pouvoir même avoir une viande végétale qui est saignante. Et oui, ils ont travaillé sur une hémoglobine végétale. Donc ça, c'est une prouesse technique et ça se ressent dans la qualité du goût, de la texture et du jeu de cuisson qu'on va pouvoir apporter. Donc ça nécessite d'être cuit comme une vraie viande et de travailler de la même manière. Et le haché, ça nous permet de modeler à notre guise, selon ce qu'on veut, et je trouve que le produit est absolument génial. Mais ce n'est toujours pas disponible en Europe. J'enchaîne avec le rôti de chez Gousta. Gousta, la marque québécoise dont je vous ai parlé. D'ailleurs, je vous avais fait le test durant mon séjour. Et depuis, Gousta est distribué en France dans des magasins véganes. Le rôti qu'ils ont fait, c'est un rôti de 7 ans qui est énorme, je crois 900 grammes de mémoire, je crois, et qui est fourré. Voilà. C'est vraiment le rôti festif qui amène le partage au centre du plat, sur la table. C'est bon. La petite sauce qui est fournie avec, elle est délicieuse. Elle a un côté très forestier, intense en goût. Le sétan a une super texture. La farce a un très bon goût. Bref, très bon rôti végétal. Et je suis très content que maintenant ce soit disponible pour tous chez nous. Ensuite, il y a les burgers chorizo de chez Eura. Donc c'est simplement leur burger classique, hein, les 2 petits steaks hachés qui sont dans leur barquette, avec lesquels on fait souvent des burgers. Moi j'aime beaucoup ce produit de base, et c'est souvent avec ça que je fais moi mes burgers. Mais pas toujours, mais quand j'en ai, généralement j'en prends parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Par contre, ça, c'est une autre version. C'est la version chorizo, donc avec des goûts beaucoup plus épicés, côté plus fumé. Alors, on n'a pas les goûts exacts d'un chorizo non plus, mais je vois très bien où ils veulent nous emmener.
et je trouve que le produit est très réussi, il est gourmand, il a du caractère, reste à bien l'assaisonner et l'accompagner avec des choses qui sont concordantes en termes de goût, mais c'est délicieux, c'est délicieux. Ah, mon seul regret, c'est que j'en vois pas souvent dans les magasins. Ça, ce sont les affres de la grande distribution. Il faut s'accrocher parfois pour trouver des bonnes références. Et je vais finir avec le dernier produit qui... Bah, c'est un vrai coup de cœur. Je vous en ai parlé il y a quoi, 2 semaines? Ce sont les palets du pas pondu. Donc un substitut d'œuf qui se présente sous forme de palais. Chaque palais est l'équivalent d'un œuf entier. Et vous allez pouvoir donc les cuisiner soit tel quel, congelés, pour faire un palais d'œufs qui ressemble un petit peu à une sorte d'omelette un peu dense. C'est délicieux, ça fonctionne très bien, c'est rapide à préparer, c'est fiable, donc rien à redire. Et puis vous allez aussi pouvoir les faire décongeler pour avoir une substance plus liquide, pour pouvoir l'intégrer dans vos plats, vos recettes, ou pourquoi pas faire des œufs style omelette, en plus grosse quantité, en remettant des trucs dedans, enfin voilà. J'ai pas testé cette phase-là, mais c'est plein de promesses, c'est les débuts, et moi, c'est le produit de la fin d'année qui m'a le plus touché, parce que j'ai retrouvé un plaisir, donc je suis très content. J'espère qu'ils vont rencontrer le succès qu'ils méritent. Et voilà les amis, j'en ai fini avec ce top 5 récapitulatif de l'année 2022 sur ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai retenu. J'aurais pu aborder d'autres thématiques, d'autres sujets, mais bon, hein, on va rester raisonnable, c'était déjà pas mal. Et surtout, j'ai repris finalement les points qu'on retrouve le plus dans les journaux pour faire le lien. Et je vais pas commencer à sortir de mes sujets pour vous dire tout ce que j'ai pu aimer, parce que sinon, on n'a pas fini. Il y a un truc avec lequel j'aime bien travailler, c'est les grandes galettes de blé, style tortilla ou wrap, voilà, selon les noms. Ben, ça revient à peu près au même. Mais j'ai toujours une petite frustration, c'est la taille. Même quand elles sont censées être sur des grandes feuilles, bah, on en fait vite le tour. Si on fait un burrito, c'est vite étriqué, c'est les petits burritos. On n'arrive pas à faire comme dans certaines chaînes. C'est jamais généreux. Et puis, en passant chez Aldi, j'ai vu ça. Ouais, 30 cm. C'est énorme. Voilà. Des Dorum. Donc c'est une version, je crois, turque de ce type de pain. Et c'est ce qui est souvent utilisé dans les kebabs quand ils sont roulés. Parce que, comme c'est très grand, il y a de la surface et ça permet de farcir correctement. Origine végétale et tout, hein, il n'y a pas de trucs bizarres. Super. Donc j'en ai acheté. Et là, ce midi, bah, je vais faire un truc avec. Mais pas... non, pas un kebab, pas un burrito. Non, un autre truc. J'ai un schéma en tête, on va voir. Et voilà les amis, le travail, simple, rapide, 10 minutes au four, pas plus. Et ça sent très bon, ça sent très bon. Alors oui, on est sur un hybride de plein de trucs de différents pays, ça ressemble à rien. Mais voilà, ces grandes feuilles m'ont inspiré, donc c'est l'heure de goûter.
Mmh. Franchement, on ne sait pas où on est. Il y a un côté un peu mexicain, un peu pizza, un petit peu libanais, un petit peu turc, un petit peu ça. Voilà. Mais le résultat est probant. C'est vraiment très bon, c'est réconfortant, c'est, comme vous l'avez vu, très simple à faire. J'ai repris cette idée que j'avais eue à Montréal, complètement bizarre, de râper du tofu. Ça fonctionne, ça reste très tendre, ça donne une bonne mâche différente. Donc je suis plutôt content. Et j'espère que ça vous a donné envie de la refaire. Reste à trouver quand même les grandes feuilles pour profiter de quelque chose d'un peu plus ample. Maintenant, vous l'aurez compris, vous pouvez faire plein de petits, ça marchera aussi. Vous bloquez pas sur la taille des grandes feuilles de galettes de blé. Ce serait dommage, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et ben voilà, c'est fini. Fallait bien que ça arrive, hein. Ça ne pouvait pas durer éternellement des heures et des heures. Il ne faut pas exagérer non plus. Bon, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Hein. Et alors, avant qu'on me pose la question, oui, je travaille sur les futures interviews, mais comme je l'avais annoncé, je m'y attendais un petit peu quand même, et certaines personnes sont loin de moi. Je suis loin d'elle, et réciproquement, vous voyez, donc c'est pas pratique. J'ai pas du tout envie de faire des interviews façon FaceTime. Non, j'ai envie d'avoir un vrai moment d'échange en face à face. Donc je vais être patient. J'ai contacté différentes personnes qui m'intéressent et qui, je suis sûr, ont des choses intéressantes à vous dire. Il va falloir juste attendre, mais vous inquiétez pas. J'abandonne pas du tout le projet et je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine interview, mais j'y travaille ardemment. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, hein, fidèle au poste, prenez soin de vous et puis passez une excellente semaine. Ok, tchuss.